Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une très belle journée d'été. C'est le 18 août, donc 2025. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une très belle journée? Oui, mais quand même un peu plus frais par rapport à qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé. Pourquoi c'est plus frais? C'est parce qu'on pense que c'est comme ça arrive comme ça. Mais non, en réalité, moi, que je sache, depuis à partir du 15 août, surtout le soir, la température n'est plus vraiment celle de l'été. Donc, on a température d'été le jour, mais température un peu déjà d'automne quand on est la nuit. Bon, mais donc, de quoi on peut parler? Ben, naturellement, on a eu l'histoire de M. Poutine qui a rencontré Monsieur Trump ou Trump qui a rencontré M. Poutine, des choses comme ça. Rien ne s'est passé. Enfin, on verra qu'est-ce que ça va donner tout ça. Mais ça, c'est de la politique. Donc, on ne s'intéresse pas à la politique, mais du côté de l'économie, tout va bien. Il y a, les compagnies on révèle les états financiers du dernier trimestre et c'est vraiment très bon. Tout va très bien. Malgré le fait qu'on avait tellement de peur avec l'histoire des tarifs, mais cette histoire de tarifs apparemment, je ne sais pas, c'est mystérieux un peu qu'est-ce qui arrive, mais quand même, ça n'influence pas pour le moment. On fait négativement, ça n'influence pas négativement le marché. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, le sujet est le problème du peso mexicain. Le problème du peso mexicain, c'est que c'est un vieux problème, c'est pas un problème d'aujourd'hui. Mais dans les livres d'économie, par exemple, on parle du problème du peso. Mais il se réfère à tout ce qui est arrivé en 1973, donc ça fait 50 ans et quelques. Et en 1973, ce qui est arrivé, c'est que la monnaie mexicaine s'est écroulée et puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait en 1973? Donc, il y avait la parité, pas la parité, mais le taux fixe entre la monnaie mexicaine et le dollar US. C'est-à-dire, la monnaie mexicaine était liée au dollar US avec un taux fixe. Naturellement, tout va bien quand les deux économies vont dans la même vitesse. Mais si les États-Unis vont plus vite, et comme c'était le cas du Mexique, finalement, à un certain moment, ça se crée une distorsion et ça crée tout un problème dans le taux de change. Donc, c'est ça qui est arrivé en 1973. Donc, si on y va par ordre, finalement, c'est un problème qui existe toujours. Vous savez, l'Argentine, je crois, a vécu ça aussi. À un certain moment, c'était lié au dollar US. Et puis, ça crée des problèmes parce que pour se lier une devise à une autre, il faut que la vitesse des deux économies soit la même. Mais si les deux économies ne sont pas les mêmes, tôt ou tard, ça crée une distorsion et ça crée des problèmes. Donc, voici. Donc, le problème du peso mexicain, c'est qu'on a des anticipations rationnelles et on a les anticipations rationnelles, justement, c'est l'anticipation, est-ce que les deux économies vont dans la même vitesse? Et naturellement, c'est bon, oui, si on a le taux de change fixe, dans ce cas-là, ça va. Mais si on a le taux de change fixe, mais les deux vitesses dans l'économie ne sont pas les mêmes, comme on a déjà dit, c'est pas bon. Donc, l'origine de ça, c'est que le marché des changes mexicains dans les années 70, comme vous disiez, description, ce sont un événement rare intégré dans les prix d'actifs. Ça veut dire que quand on n'y croit plus au taux de change fixe, c'est comme si se crée un monde parallèle de taux de change. Donc, lien avec les anticipations rationnelles, prise en compte de chocs extrêmes. C'est des grands mots, mais c'est beau, c'est pour dire que c'est comme ça. Donc, un test historique. Donc, le Mexique, année 1970, taux de change fixe à peso-dollar. C'est pas un peso pour un dollar, c'était, je sais pas, 0,00, je sais pas, peso, pour un dollar US. Ou non, le contraire plutôt, c'était un dollar US. Finalement, ça prenait pas mal de pesos. Anticipation d'une dévaluation, donc c'est ça qu'on s'attend. Vu que les deux vitesses des économies ne sont pas les mêmes, on s'attend à une dévaluation. Donc, le taux d'intérêt est plus élevé que ceux aux États-Unis. Donc, pour éviter un problème, finalement, dans le taux de change, le Mexique a augmenté les taux d'intérêt. Donc, le marché valorise ce risque même si la dévaluation tarde. Donc, finalement, le mécanisme est anticipation d'un événement rare, oui. Prime de risque intégrée, c'est-à-dire, c'est ça, à un certain moment, la monnaie ou les taux d'intérêt évoluent de façon que
Et finalement, ça tient compte de ce risque-là. Observation biaisée si l'événement ne se produit pas et risque d'erreur d'interprétation. Enfin, tout ça, c'est pour dire, c'est un mécanisme complexe, c'était nouveau. Vous savez, en 1973, quand on a eu ça, c'était un choc culturel aussi. Donc, exemple numérique simplifié. Regardez, vous avez par exemple le taux US qui est à 5%, le taux du Mexique était monté à 8%, donc il y a une différence de 3%. Il y a une probabilité d'évaluation de 5%, une perte attendue est 60%, donc le rendement attendu, ça donne environ égal à 0 sur la longue période. C'est quelque chose un peu vite, mais si vous voulez aller plus loin de ça, vous n'avez simplement sur Internet et vous avez des exemples qui illustrent finalement plus en détail ce que vous avez ici dans cette page numéro 6. Les applications modernes, c'est ce sont les marchés émergents, ils ont des crises de change. Les crypto-monnaies, ça ferait des risques réglementaires, parce qu'il n'y a pas vraiment de règlement là-dedans. Actions, anticipation de faillite rare. Euh, et taux d'intérêt, risque macroéconomique extrême. Finalement, ça existe toujours, ce risque-là. Quand un pays veut trop se lier à un autre pays en termes comment dire, de taux de change fixe, ça crée des problèmes. En Europe, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont mis l'euro et puis finalement, c'est la monnaie égale pour tous les une vingtaine de pays qui forment donc le marché de l'euro. Le problème, c'est que eux, ils ont un problème aussi. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand, mettons, une compagnie veut émettre des obligations pour avoir du capital pour faire avancer la compagnie et faire des investissements, elle a un taux d'intérêt qui est proportionnel au risque de ce pays-là. Donc, il n'y a pas en Europe un taux d'intérêt fixe pour tous les pays. Donc, les Allemands, qui sont considérés pratiquement avec une économie meilleure que d'autres en Europe, donc eux, ils ne payent pas très cher comment dire, la compagnie, mettons, allemande, qui veut faire une émission d'obligation pour avoir du capital. Donc, elle offre un coupon qui est modeste finalement par rapport, par exemple, peut-être l'Italie ou peut-être, je ne sais pas, la Grèce ou tout ça, lesquels ont peut-être une économie qui paraît moins intéressante que l'économie allemande. Et donc, finalement, il faut, pour avoir du capital, les compagnies de ces pays-là doivent payer un coupon plus élevé. Donc, ça, c'est les implications. Donc, pour les investisseurs, c'est comprendre les primes de risque. Et pour les économistes, c'est intégrer les événements rares et utiliser des stress tests et longues séries de données. Je dois vous dire, c'est un monde complexe finalement dans lequel on est en parlant de ça. Mais finalement, l'idée de fond, c'est que quand une compagnie fixe, un pays fixe sa monnaie avec celle d'un autre pays, il faut que les deux économies s'intègrent entre elles. Donc, les points clés, le problème du peso explique certains écarts persistants qu'il y a toujours dans différents pays par rapport à d'autres pays. L'absence d'événements ne prouve pas que le risque est nul. Et puis, les primes de risque s'expliquent avec sur le long terme. Donc, c'est à peu près le grand concept. À présent, il y a une belle phrase à la fin de tout ça. Peut-être c'est celle à retenir le plus. Regardez, les marchés ne se trompent jamais. Faites attention, le marché ne se trompe jamais. Seules les opinions le font. Et ça, c'est monsieur Livermore. Monsieur Livermore, c'est un monsieur qui avait fait des fortunes. Ensuite, il les a perdues, puis finalement, je ne sais pas pourquoi il s'est suicidé parce qu'il était déprimé. Mais lisez de ce monsieur Livermore, c'est vraiment intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il disait, lui? Il disait quelque chose que aujourd'hui encore, on a de la difficulté à accepter. Notez qu'il y a une grosse institution, vraiment énorme institution au Québec, où à un certain moment, ils sont investis dans plusieurs domaines. Et puis, dans le domaine de l'immobilier, la personne qui gérait l'immobilier dans cette institution avait perdu, son rendement avait été, je sais pas, 6% ou quelque chose comme ça de négatif pour cette année-là. Donc, le responsable de ce département, il a dit que le marché était hostile.
Ça fait rire tout le monde, cette histoire de l'hostile, parce que même dans les journaux américains, on citait de cette institution montréalaise québécoise, dans laquelle un gérant disait que elle a perdu 6% parce que finalement le marché était hostile. Le marché n'est jamais hostile. Le marché ne se trompe jamais. C'est que justement les opinions le font. Donc là, dans ce cas-là, c'est un exemple typique là, que je vous donne. Et voilà. Et ça, je vous dis de tout ce fichier. Donc le problème des pesos mexicains, c'est simplement encore une fois, c'est le fait que deux pays se lient ensemble en termes de devises, et puis il faut que la vitesse de l'économie soit la même. Si la vitesse n'est pas la même, ben tôt ou tard, ça crée un problème. Et dans le cas du Mexique, ça a été une dévaluation vraiment brutale à l'époque. Mais à vous de vérifier, allez sur Internet, puis vous trouvez toute l'histoire de ça. Autre chose à retenir, c'est encore cette phrase de M. Livermore. Si on n'est pas capable de faire de l'argent à la bourse, c'est pas que le marché n'est pas bon, c'est parce que notre opinion n'était pas bonne sur le marché. Et voilà, et c'est tout.